Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est bon pour la santé, nouveau nom pour l'ancien Réfoy, le magazine de la santé de Radio J. Bonjour Dr Serge Rafale. Bonjour Nicolas. Vous n'avez pas changé de nom, c'est toujours Dr Serge Rafale. Bonjour à toutes et à tous, on a le grand plaisir et l'honneur de recevoir à nouveau dans notre magazine C'est bon pour la santé le professeur Pierre Amarenko, neurologue à l'hôpital Bichat, membre de l'Académie de médecine. Bonjour professeur. Bonjour. Vous aviez été notre invité en 2021 pour votre livre Vaincre l'AVC aux éditions du Rocher, sous-titré Comment le reconnaître, comment en guérir, comment le surmonter et comment l'éviter. Vous poursuivez avec ce nouvel ouvrage, ce nouvel opus, l'AVC, une histoire de femme, aux éditions Kéro. Eh bien, votre combat en nous proposant un ouvrage complémentaire avec ce titre explicite dont nous allons parler durant cette émission, l'AVC, une histoire de femme. Tout de suite, c'est la première partie, l'entretien avec le docteur Serge Rafale. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Professeur Amarenko, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Merci de votre invitation. L'AVC, votre combat depuis une quarantaine d'années. Alors bien que des progrès considérables aient été réalisés dans sa prise en charge, avec une mortalité qui a baissé de moitié, ça reste un accident médical fréquent puisqu'il touche 150 000 personnes par an et grave avec un peu plus de 30 000 décès par an, dont plus de 18 000 dames. Une femme sur 4, d'ailleurs, sera victime d'un AVC au cours de sa vie, avec des séquelles plus sévères que chez les messieurs. Exactement, oui. Et un homme sur 5. Donc, il est vrai que la statistique est en défaveur des femmes. Et donc, il y a quelques explications à cela. Je pense qu'on y viendra. Et notion extrêmement importante, écrivez-vous, 80% de ces AVC pourraient être évités si chaque femme, chaque monsieur prenait les mesures nécessaires. Ah oui, c'est absolument évident. Et il y a pour ça un test de dépistage qui permet de savoir si on est à risque et donc permet de réduire de 80% le risque si on prend les mesures qui sont indiquées au terme de ce test sur l'email que l'on reçoit. C'est sur vaincrelavc.org, je me dépiste. On va en parler en deuxième partie de cette émission, puisque Nicolas a fait ce test ce week-end, et vous commenterez ces résultats. Alors, l'AVC sont des chiffres finalement très impressionnants, parce que vous dites un homme et une femme sur 4 fera un AVC au cours de sa vie. Dans certains pays, c'est beaucoup plus d'ailleurs. Oui, dans le monde entier, c'est un humain sur 4. Voilà, et c'est vrai que c'est un problème de santé publique énorme, puisque ça peut démarrer dès l'âge de 25 ans. Les gens savent peu cela. Les gens pensent que l'AVC, c'est une affaire de personnes âgées, pas uniquement. 30 000 AVC sur les 150 000 que vous citiez chaque année en France, 30 000 surviennent chez les sujets de moins de 50 ans. Pour être très concret sur les chiffres, 15 millions de personnes font un AVC chaque année dans le monde et 80% vivent en ayant survécu à l'accident. Et en France, apparemment, 600 à 700 000 personnes vivent chez nous après avoir fait un accident vasculaire cérébral. Voilà, c'est un poids important pour la société, pour ceux qui ont des séquelles, parce que heureusement, tous, parmi ces 600 000 ou 800 000, tous n'ont pas de séquelles. Vous expliquez dans votre précédent livre, j'ai repris les chiffres, vous me direz s'ils sont confirmés, vous nous expliquiez que l'AVC constitue la première cause de handicap, 40% s'en sortent sans séquelles, 20% des séquelles légères peu visibles, 20% des séquelles visibles et 10% des séquelles lourdes, 10% en meurent. Oui, c'est exactement ça. Donc environ 60% des gens s'en sortent bien, quoi. Voilà. Même si dans les 60%, il y a quand même 20% qui ont des séquelles peu visibles ou invisibles à l'entourage, qui peuvent être quand même des séquelles importantes pour la personne, mais qui n'empêchent pas de reprendre une vie quasi normale. Mais on comprend que ce soit votre combat, et je disais des chiffres impressionnants. Vous dites l'AVC a une mortalité supérieure au cancer du sein. Oui, les femmes meurent plus d'AVC que de cancer du sein.
habituellement, quand on fait un micro-trottoir pour vaincre l'AVC, la fondation que j'ai créée avec mon épouse, on a fait des micro-trottoirs comme ça pour savoir un peu quelle était la perception des gens. Eh bien, les gens pensent que les femmes, la première cause de mortalité de la femme est le cancer du sein, et non, c'est faux. Il y a 13 000 femmes qui meurent environ de cancer du sein chaque année en France. 18 000 meurent d'AVC. Et un peu moins de 14 000 meurent d'infarctus du myocarde. Donc l'AVC, c'est vraiment la première cause de mort chez la femme. Un impact considérable sur la famille, la vie professionnelle, la société. Absolument. Alors, les signes de l'AVC, peut-être que c'est important d'y revenir pour nos auditeurs. Vous dites 95% sont soit des infarctus cérébraux, des accidents ischémiques transitoires ou des hémorragies. Oui, c'est ça. L'hémorragie cérébrale, c'est environ 20% des AVC. L'hémorragie cérébrale, c'est une artère qui éclate, le plus souvent sous l'effet de l'hypertension artérielle. L'infarctus cérébral, c'est environ 80% des AVC. Et là, c'est une artère qui se bouche, soit dans le cou, une artère carotide ou l'artère vertébrale, soit à l'intérieur du crâne. Et avec des causes qui peuvent être variées. Ça peut être la maladie qu'on appelle l'athérosclérose, celle qui bouche les artères et qui donne aussi l'infarctus du myocarde. Elle peut donner la même chose au niveau du cerveau. Soit des embolies qui viennent du cœur. Le caillot se forme dans le cœur et part dans la circulation et va se terminer dans le cerveau, va boucher une artère et donner un AVC. Soit c'est une maladie des petites artères intracrâniennes qui est d'origine hypertensive. Ce sont les toutes petites artères qui s'épaississent au fil du temps, liées à l'hypertension artérielle chronique, et qui, au bout d'un moment, se bouchent ou bien éclatent. Et ça donne soit l'hémorragie, soit l'ischémie cérébrale. Vous expliquez dans votre ouvrage précédent, l'AVC, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, donc une soudaineté des symptômes. Et en même temps, dans cet ouvrage, vous dites qu'il est souvent plus sévère des dames à cause du délai de prise en charge plus long et du fait que peut-être les symptômes sont minimisés. Alors, chez les femmes, les symptômes sont souvent minimisés, mais ça, c'est pas à l'avantage des hommes. C'est que dans le couple, quand l'homme fait un symptôme anormal, il appelle les urgences la femme appelle les urgences immédiatement et l'homme arrive très vite à l'hôpital. Quand c'est la femme, c'est t'es fatigué, repose-toi un peu, ça va aller. Voilà, c'est toujours la procrastination ou bien le déni. Et du coup, les femmes arrivent plus tard à l'hôpital. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Et c'est une notion dramatique parce qu'il y a une notion que vous développez qui est celle des 3, on va prendre un terme anglais, les 3 golden hours, c'est-à-dire il y a 3 heures vraiment pour agir immédiatement. Pour agir de façon très efficace, oui, c'est dans les 3 heures. Là, on peut agir et déboucher l'artère. Alors c'est sûr que si on arrive un peu plus tard à l'hôpital quand on est une femme que quand on est un homme, eh bien, on a plus de risques d'avoir des séquelles de l'AVC parce qu'on peut moins agir vite. Ça, c'est vrai de partout dans le monde. C'est une statistique que l'on observe dans toutes les études aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout. Les femmes arrivent plus tard à l'hôpital. C'est compliqué ce délai des 3 heures. Alors Nicolas nous parlera d'un exemple que vous donnez, qu'une patiente à Compiègne où grâce à la téléconsultation, on peut la sauver. Mais même en région parisienne, c'est compliqué d'arriver dans un service spécialisé dans les AVC. Il y en a quelques-uns partout en France. Il y en a pas mal maintenant. Oui. Mais vous dites, finalement, sur les 150 000 AVC, moins de 15 000 vont recevoir précisément le traitement anticoagulant, la thrombolyse, et moins de 7 000 la thrombectomie, le caillot qui est pris au lasso. C'est vrai, il faudrait accélérer les choses. Il faut dire que les pompiers, le 15, le SAMU et les pompiers ont fait des efforts remarquables au cours des 20 dernières années et que désormais, les gens arrivent quand même très vite à l'hôpital lorsqu'ils appellent. Le problème est là, c'est le dépistage des symptômes. Beaucoup de gens négligent leurs symptômes. Pas seulement les maris, mais les personnes elles-mêmes, quand elles vivent seules, d'ailleurs beaucoup de femmes qui vivent seules, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elles arrivent tard à l'hôpital. Donc,
quand l'entourage n'est pas formé aux symptômes d'AVC, eh bien, on a moins de chances de pouvoir arriver tôt à l'hôpital. C'est le problème. Peut-être je n'ai pas suffisamment insisté sur les symptômes. Peut-être vous allez nous donner les symptômes principaux, parce que j'ai parlé d'un coup de tonnerre dans un ciel. Donc une douleur, mais il n'y a pas que la douleur. Alors la douleur, ça fait pas vraiment mal l'AVC, sauf l'hémorragie cérébrale qui donne un très fort mal à la tête. Vraiment quelque chose de très violent. Beaucoup de gens ont mal à la tête, 30% des femmes, 20% des hommes. Mais le mal de tête lié à une hémorragie cérébrale est vraiment quelque chose que les personnes n'ont jamais expérimenté. C'est vraiment très, très violent. Mais la plupart des AVC se font sans douleur, sans mal de tête. Quels sont les symptômes? Les symptômes, c'est des symptômes moteurs, une faiblesse motrice de la main, d'un bras, d'une jambe, le bras qui est pendant ou la main qui est toute flasque, la jambe qui ne supporte pas le poids du corps. Une paralysie, une hémiplégie, c'est ou une de la paralysie d'un côté du corps, c'est l'hémiplégie. Ça peut être également un trouble de la vue d'un œil ou des deux yeux dans un champ visuel, d'un côté également. Ça peut être un trouble du langage, qu'on appelle l'aphasie. La personne ne peut plus sortir les mots qu'elle a dans la tête, ou bien les sort, mais de façon transformée, modifiée, ou dit un mot pour un autre. Qu'est-ce qu'on fait précisément sur ces symptômes s'ils sont rapidement réversibles? Alors, je comptais vous poser cette question un petit peu plus tard, mais c'est un problème quotidien fréquent de consultation. Les symptômes de récupération, c'est-à-dire il y a un trouble du langage où on est perdu pendant quelques secondes et on récupère en fait très très vite. Eh bien, si on récupère très vite, là par contre c'est ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. Ça peut être un accident ischémique transitoire, et à ce moment-là c'est la même urgence. Oui, c'est la même urgence parce que il faut pouvoir dépister la cause de cet accident ischémique transitoire pour éviter l'accident ischémique définitif derrière, qui peut survenir dans les heures qui suivent. Donc c'est très important de prendre en compte également ces symptômes qui ne durent pas, qui peuvent durer quelques secondes ou quelques minutes. Mais on parlait des symptômes qui peuvent faire évoquer un AVC, donc moteur, visuel, aphasique. Ça peut être aussi un trouble de la sensibilité de l'hémicorps, qui touche la face, le bras, la jambe, d'un côté, ou bien encore un trouble de l'équilibre. Soudain, la personne se met à marcher comme une personne ivre alors qu'elle n'a pas bu. Voilà, donc ça, ce sont les symptômes qui doivent orienter vers la possibilité d'un accident vasculaire cérébral et faire appeler le 15 tout de suite. Et vous dites, et là on le répète parce que c'est important pour nos auditeurs, même s'ils sont rapidement réversibles, il faut quand même même appeler parce qu'ils peuvent être secondairement responsables d'un accident plus grave. C'est ça? Si ça disparaît tout de suite, en quelques secondes, il ne faut surtout pas dire « Ah bon, c'est bon, je suis passé à côté ». Non, il faut surtout consulter pour qu'on puisse détecter immédiatement la cause. C'est pour ça qu'on a créé à Bichat la clinique SOS AIT. C'est pour prendre en charge les gens tout de suite, aussi rapidement que les AVC donc qui durent, pour pouvoir détecter la cause dans les heures suivantes et la traiter. Et comme ça, on a montré qu'on diminuait de 80% le risque d'avoir donc un premier AVC après un accident transitoire. Votre ouvrage donc est intitulé « Une histoire de femmes », 3 périodes dans la vie des dames qui sont différentes. La femme jeune, on va dire, et l'AVC. On va parler de la grossesse, on va dire un mot rapidement, après la ménopause, et chez les personnes âgées. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est pas tout à fait les mêmes périodes, bien entendu, et c'est important. Chez la femme jeune, on croyait que les femmes étaient protégées jusqu'à la ménopause. C'est faux. Fausse idée reçue. C'est une fausse idée. En fait, les études épidémiologiques qui ont été faites au Canada, au Danemark, en Hollande, ont montré que les femmes de moins de 45 ans avaient 20% de plus d'AVC que les hommes. Et ça, c'est lié à des facteurs particuliers aux femmes. D'abord, elles sont plus sensibles à certaines maladies, elles sont plus sujettes à certaines maladies inflammatoires qui sont assez rares. Elles ont un peu plus de maladies cardiaques qui peuvent
du sujet jeune qui peuvent envoyer des embolies dans le cerveau. Et surtout, les femmes peuvent avoir de l'endométriose. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une endométriose, et l'endométriose augmente de 35% le risque d'AVC. On ne sait pas trop par quel mécanisme. Les femmes qui ont un syndrome d'ovaire polykystique aussi ont 20% de plus de risque que les femmes qui n'ont pas de syndrome d'ovaire polykystique, ont un risque donc 20% augmenté. Il y a des choses comme ça qui font que chez la femme, il peut y avoir... Le tabac et les stupéfiants. Alors, le tabac, ça c'est un problème majeur. C'est-à-dire que les femmes françaises, notamment, sont les championnes d'Europe de la cigarette, avec les femmes grecques. Elles fument beaucoup. Augmentation du cancer du poumon et augmentation donc des AVC. Et augmentation des AVC, infarctus du myocarde. Il y a environ 32% des femmes qui fument en France. Ça, c'est des données qui sont parues dans une grande étude épidémiologique du Lancet. Et alors que en Scandinavie ou aux États-Unis ou même en Angleterre, c'est 18% des femmes. Donc il y a une différence considérable. De plus, on peut dire que au cours des 20 dernières années, il n'y a pas eu de baisse de la consommation de tabac chez les femmes. Au contraire, ça a augmenté. Alors que dans les autres pays, ça baisse. Il y a un vrai problème de santé publique en France. Et donc le tabac, bien entendu, le cannabis aussi. Le cannabis est un facteur de risque d'AVC très important. Qu'il ne faut pas négliger. C'est pas la drogue sympathique, récréative On est revenu sur ces notions. Dont on donne l'image souvent à la télévision, erronée. Voilà, on sait bien les ravages que ça fait chez nos adolescents. Donc le cannabis, oui, en effet, toute personne de moins de 50 ans qui arrive à l'hôpital et qui fait un AVC, on lui dose le cannabis dans les urines, comme on dose aussi la cocaïne. La grossesse, on va passer rapidement. Enfin, nos auditeurs pourront retrouver dans votre ouvrage. On en dit juste un mot parce que l'AVC finalement est rare pendant la grossesse. Oui, il est rare. La grossesse, c'est une période qu'il faut, au contraire, magnifier. Voilà. Et rarement, très rarement, on peut avoir des complications. Souvent des femmes qui ont de l'obésité, qui ont de l'hypertension, du diabète. Il y a des femmes à risque. Et puis, il y a une période qui est à risque, c'est la période post-accouchement, où il peut y avoir parfois des thromboses veineuses cérébrales. C'est assez exceptionnel, mais ça arrive régulièrement. Transition rapide avec la ménopause, qui là est un bouleversement hormonal considérable qui va intervenir. Voilà, c'est un bouleversement hormonal considérable qui fait que ce qui était vrai avant est toujours vrai, c'est que la femme est plutôt protégée par ses hormones de la maladie qu'on appelle l'athérosclérose, qui donne l'infarctus du myocarde en bouchant les artères coronaires et qui donne l'AVC en bouchant les artères cérébrales. Elle est protégée, en effet, jusqu'à la transition ménopausique, cette période de pré-ménopause, où elle va voir donc ce bouleversement hormonal et un rattrapage du risque pour devenir équivalent à celui de l'homme. Une fois qu'elle est ménopausée, elle a le même risque vis-à-vis de l'athérosclérose que l'homme. Oui, alors en plus, on rajoute le fait qu'elle fume, ce qui dope un peu l'athérosclérose, c'est en effet un problème important. Vous expliquez d'ailleurs, vous dites plus la ménopause survient tôt, plus le risque d'AVC ou d'une autre maladie cardiovasculaire est élevé. Oui, il y a des ménopauses précoces, et puis il y a des femmes à qui on fait l'ablation des ovaires et de l'utérus. Vous dites que le risque est plus important pour les ménopauses non naturelles. Oui, exactement. Voilà, alors on est là, on va passer un petit peu rapidement, peut-être trop rapidement sur la ménopause. Enfin, je détaille ça dans le livre, en fait. Que vous développez pour aller sur la période de la post-ménopause. Donc là, il y a quelques particularités. Alors, la post-ménopause, oui, il y a quelques particularités. Il y a l'athérosclérose qui est maintenant bien prévalente chez la femme, et puis... à partir de l'âge de 65 ans et encore plus 75 ans, chez la femme, l'arythmie cardiaque est un problème majeur. L'arythmie, c'est une des causes majeures d'AVC parce que l'arythmie dans le cœur donne des flux lents et les flux lents favorisent le caillotage
Et donc, du coup, un petit Des caillot peut partir. quoi. Des turbulences et un caillot peut partir, c'est ça? Et un caillot peut partir. Mais surtout, il y a des flux lents. Le flux se ralentit dans l'oreillette gauche lié à la fibrillation atriale, l'arythmie cardiaque. Et donc, ça devient de plus en plus prévalent avec l'âge. Et les femmes sont très exposées à ces embolies d'origine cardiaque qui peuvent être évitées. Parce que quand on a une arythmie cardiaque, si on prend un traitement anticoagulant, on diminue de 90% son risque d'embolie cérébrale. Donc on a des traitements très efficaces. C'est pourquoi il faut régulièrement se dépister et être sûr qu'on n'ait pas d'arythmie du cœur. Donc une particularité de ces AVC d'origine cardiaque, c'est qu'ils donnent un handicap plus important. Ils sont plus sévères. Ils bouchent des artères plus grosses et donc le handicap est plus important. Comment on fait, professeur Marenko, pour éviter l'AVC? Pour éviter l'AVC, il faut connaître tout au long de sa vie ces chiffres. Premièrement, des chiffres de pression artérielle, des chiffres de cholestérol et des chiffres de glycémie. Si vous interrogez les gens autour de vous, il y en a très peu qui connaissent ces 3 chiffres. Et pourtant, tout au long de sa vie, on doit les connaître. Si on les connaît, eh bien, évidemment, on les prend en compte et on voit son médecin pour diminuer le risque lié à l'augmentation de ces chiffres. Donc ça, c'est un point majeur. Il faudrait qu'on ait des campagnes en France. Le Vaincre l'AVC va essayer de le faire. C'est comme aux États-Unis où il y a marqué des grandes affiches « Know your numbers », connaissez vos chiffres. Ce sont ces 3 chiffres-là. Il faut les connaître. Ensuite, il faut évidemment ne pas fumer. Il faut éviter le surpoids. Avoir une activité physique régulière, ça c'est très important. Une femme en ménopause, en transition ménopausique, qui a une activité physique régulière, suivant les recommandations de l'OMS, diminue de 50% son risque d'AVC comparativement à une femme en transition ménopausique qui ne fait pas d'activité physique régulière. L'activité physique est fondamentale. On a montré, il y a 3 ans maintenant dans le Lancet, que quand on a un AVC, si on faisait une activité physique régulière, eh bien 5 ans plus tard, le niveau de handicap est inférieur de 25%. Donc, l'activité physique est vraiment très importante. Ensuite, il y a l'alimentation. Alors bon, on connaît les bonnes recommandations de l'alimentation. Ça, je pense que... On a parlé de l'alimentation méditerranéenne la semaine dernière, mais vous évoquez aussi le sommeil réparateur en disant que c'est quelque chose de très très important. Le sommeil est excessivement important car notamment il y a un facteur qui est souvent négligé par les gens, c'est l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil est un facteur de risque d'AVC très important. Voilà, on a compris que l'AVC constitue la première cause de décès chez la femme, bien avant le cœur et le sein, mais que 80% des cas peuvent être évités grâce au dépistage des femmes à risque. Et on reprend cette discussion après notre pause. On va tout à fait continuer la discussion en deuxième partie. On va parler alimentation, on va parler activité physique, sportive. Et de votre test peut-être, Nicolas. Du test, absolument. Et puis on reparlera de cette histoire, de cet exemple de Compiègne, qui est un exemple intéressant. Et oui, l'AVC, une histoire de femme. L'AVC, il a tous les albums de Julien Clerc. Il dit aux femmes, je vous aime. Voilà, et tout ce que vous devez savoir pour l'éviter, c'est aux éditions Kéro. On se retrouve dans quelques instants avec le professeur Pierre Amarenko. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Vite, appelle vite. Quand le visage est paralysé. Vite, appelle vite. Quand un bras ne peut plus se lever. Vite, appelle vite. Quand soudain la parole est troublée. Vite, un seul signe suffit. En urgence, appelle le 15 et dis AVC. De retour avec le professeur Pierre Amarenko. Faut appeler le 15, comme il est dit dans la chanson. Voilà, vite, appelle vite. C'est ce dont vous avez parlé en première partie autour de ce livre, l'AVC, une histoire de femme, paru chez Kéro. Tout ce que vous devez savoir pour l'éviter. Alors, il faut appeler le 15 et puis il y a aussi également un numéro vert. Vous avez parlé de l'AIT en première partie, cet accident. Oui, c'est l'accident ischémique transitoire. Donc, ce sont des symptômes qui ne durent pas, mais qui annonce l'AVC.
Et donc, c'est la fumée du volcan, si vous voulez. C'est faussement rassurant. Alors. C'est faussement rassurant. Il faut tout de suite se faire prendre en charge pour trouver la cause, l'éliminer, et on diminue de 80% son risque de faire un AVC. Donc, c'est très efficace. C'est pour ça qu'on a créé la clinique SOS AIT à Bichat, avec un numéro vert pour les médecins généralistes, qui est 0800 888 248. 248, c'est AIT sur le téléphone. Et on est pris en charge tout de suite, en hôpital de jour, même la nuit. Et on fait des examens complémentaires immédiatement. Et en moins de 3 heures, on a un diagnostic. Il y a une tendance à sous-diminuer un petit peu l'accident ou l'épisode qui vient de nous arriver. Les gens essayent toujours dont vous avez parlé en première partie, le vertige, l'aphasie, les troubles de la vue. Est-ce que des fois on se dit un peu, bon, c'est passé, c'est terminé? Oui, le fait que ce soit réversible. Ouais, il faut surtout éviter ça et prendre sérieusement les choses en compte et immédiatement consulter. Le 15, de toute façon, fera toujours le bon choix. Il vous enverra soit dans une clinique d'AIT, soit dans un service qui a un lit pour vous recevoir, pour prendre en charge votre AVC. Alors, vous en avez parlé en première partie. Pour les personnes qui nous rejoignent pour cette deuxième partie, on avait le sentiment que les femmes faisaient plus attention à leur santé et à leur ligne. Et on a compris que, d'après ce que vous nous dites, que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Donc, elles fument plus. Elles mangent de moins en moins bien. Un chiffre incroyable, 18% seulement à la ménopause mangent correctement. Oui, en effet. Incroyable comme chiffre. C'est incroyable, oui. Et 18% mangent correctement à la ménopause, des femmes qui ont déjà une expérience de vie et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quoi? C'est un réflexe, c'est une habitude qui n'a pas été prise. Oui, ce sont des habitudes alimentaires qui sont... Changement sociétal. Elle travaille évidemment plus, donc elle mange peut-être un petit peu plus sur le pouce, un peu plus rapidement. On peut envisager plein d'hypothèses. Et l'augmentation des AUT, les aliments ultra transformés, Nicolas. Voilà, bien entendu. Il y a tous ces phénomènes-là qui interviennent. C'est une résultante de la société que nous avons, quoi. Et on avait parlé dans une précédente émission et de leur rapport également à l'activité physique qui est très lacunaire. La France est complètement sédentaire. Oui, ça, l'activité physique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut promouvoir beaucoup plus que ça ne l'est actuellement. Les gens doivent faire de l'activité physique. Moi, c'est bon pour le cœur et pour les artères, on le sait. Mais c'est promu avec le bouger plus. Mais c'est bon aussi pour garder son capital musculaire pour les vieux jours. Si on ne veut pas marcher avec une canne un jour, il faut avoir des muscles et éviter la dénutrition. Il faut les garder. Et garder ces muscles, moi je conseille à mes patients de faire 20 minutes de vélo d'appartement tous les jours avant la douche. Voilà, vélo d'appartement ou autre chose, elliptique, ce qu'ils veulent, rameur... peu importe, mais de faire 20 minutes d'activité physique tous les jours. Comme on se brosse les dents, on fait de l'activité physique. Qui peut ressembler à se lever, même pas forcément aller faire un footing, mais aller faire une petite marche, à se lever, à faire le ménage, à faire il y a plein de choses à faire. Oui, alors... l'activité physique, il faut bouger, mais tout le monde bouge un peu, plus ou moins. Mais il y a quand même des degrés dans la façon de bouger. Et l'activité physique, selon l'OMS, il y a l'activité physique intense, qui est jogging, natation, vélo, etc. Il y a l'activité physique modérée, qui est jardinage un peu intensif. Descendre du métro une station avant. C'est petite marche. Prendre les escaliers. La marche met 10 000 pas par jour. Voilà, c'est ça l'activité physique modérée. Donc l'activité physique intense, c'est 2h30 par semaine, recommandée par l'OMS. Une demi-heure par jour. Intense, modérée, c'est 5 heures par semaine. Voilà, donc il faut se caler là-dessus. C'est pour ça que je dis à mes patients, faites 20 minutes de vélo d'appartement tous les jours avant la douche. Et vous aurez votre activité physique. Avec une petite sudation. Les complications immédiates les plus fréquentes de l'AVC, parlez-nous peut-être du syndrome de Mendelssohn.
Du syndrome de Mendelssohn. Vous l'évoquiez dans votre précédent ouvrage, une pneumopathie d'inhalation en période aiguë. Ça, c'est un problème majeur qui est, à la phase aiguë, le fait de déglutir dans ses bronches. C'est déjà sur un accident grave, là. On est sur un accident grave, mais ça peut être quelqu'un qui vomit à la phase aiguë, mais qui vomit en position couchée sur le dos. Et donc, du coup, à la prochaine inspiration, il va tout avaler dans ses bronches. Donc, appeler le 15 et mettre en position sur latérale de sécurité. Exactement. Ouais. Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est la PLS pour les gens qui ne savent pas? Position latérale de sécurité. Donc, il faut le basculer sur le côté. Sur le côté. Ouais. C'est la seule chose qu'il faut faire en cas d'AVC quand il y a quelqu'un qui est pour éviter précisément la pneumopathie d'inhalation. Cette pneumopathie d'inhalation faisait la morbidité de l'AVC, puisqu'il y avait environ 30% des gens qui avaient une pneumopathie d'inhalation auparavant. Et depuis qu'on a développé des unités neurovasculaires et que les orthophonistes interviennent en phase aiguë pour évaluer la déglutition, c'est un de leurs travail très important en unité neurovasculaire, eh bien, on a diminué les pneumopathies de déglutition à moins de 3%. Donc, on a diminué beaucoup la morbidité de l'AVC grâce à la prévention des pneumopathies d'inhalation, ce que vous appelez centre de complications immédiates. Qu'est-ce qu'on a mis en place ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les personnes qui vivent seules, un peu isolées et qui n'ont pas nécessairement déjà le réflexe de repérer l'accident, l'épisode, et puis en plus après, si elles sont victimes d'un accident un peu plus brutal, peuvent peut-être pas décrocher, aller chercher un téléphone, le décrocher. Oui, donc il y a des systèmes d'alarme sur lesquels on peut appuyer pour prévenir. C'est sûr que les personnes isolées, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué forcément. Donc il y a des passages dans la journée qu'on peut organiser par une infirmière, une aide-soignante, pour la toilette, pour quand il y a des personnes seules ou pour la prise de tension, le pilulier, il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est vrai que la téléalarme, c'est quelque chose qui peut être utile. On espère, dans les années qui viennent, on y a travaillé un peu, qu'il pourra y avoir des systèmes de reconnaissance faciale et de reconnaissance du mouvement dans la maison qui pourront, pour les personnes isolées, détecter une absence de mouvement d'un côté du corps et qui pourrait déclencher une alarme. C'est encore un peu de la science-fiction, mais il y a des applications connectées qui peuvent... Peut-être pas de la science-fiction. Je regardais samedi soir le match France-Argentine et donc j'ai appris que les joueurs avaient un appareil dentaire connecté et qu'à un moment donné, l'arbitre demande un protocole commotion simplement parce que le joueur ne mord plus son protège-dents comme il devrait. C'est incroyable. C'est remarquable. Donc vous voyez, on est vraiment dans... mais il va y avoir des applications comme celle-là, notamment pour la surveillance des personnes à domicile. Je pense que beaucoup de gens y travaillent en ce moment. Il y a encore une inégalité entre la ville et la campagne. Il y a une inégalité, oui, c'est beaucoup mieux de vivre à la campagne. Mais c'est vrai on peut être isolé à la campagne. On est plus éloigné d'un centre de prise en charge. Alors, il y a des moyens pour ça. Il y a d'abord le SAMU qui peut quand même, à la campagne, aller chercher les gens et les ramener à l'hôpital assez vite. Il y a aussi l'hélicoptère, quand il fait beau. Et puis, il y a la télémédecine. Vous vouliez parler de l'histoire de Compiègne, je crois, Nicolas. C'est vrai que c'est une histoire très importante, très intéressante. Ça se passe en 2004. Alors, c'est une première expérience de télémédecine. Vous allez nous raconter la suite. Une patiente de 70 ans à Compiègne, donc dans l'Oise, qui fait un AVC massif qui paralyse le côté droit. Elle va à l'hôpital de Compiègne, elle fait le scan, fait environ 2 heures après le début. Elle montre un infarctus cérébral. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, on avait installé un système de télémédecine avec 10 hôpitaux de la région parisienne éloignés et l'hôpital Bichat. C'était la première expérience en région parisienne de télémédecine à l'époque. Et donc là, on a examiné la patiente par télémédecine. Et en télémédecine, on voit la malade sur l'écran, la malade nous voit et on l'examine comme si on était à côté d'elle.
avec l'aide de l'urgentiste qui est à côté. Donc on peut zoomer sur ses yeux, on voit vraiment très bien, on peut vraiment examiner correctement. On voit le scanner ou l'IRM et on peut dire s'il y a une indication à un traitement médical. Et à ce moment-là, on demande au médecin urgentiste de démarrer le traitement par thrombolyse, de sorte à pouvoir continuer le traitement durant le transfert en SAMU vers l'hôpital Bichat. Donc Compiègne, l'hôpital Bichat, c'est quand même une certaine distance, environ 60 km, je crois. Et surtout d'instituer ce traitement dans d'instituer les le 3 traitement. heures qui sont les 3 Exactement, heures dans les d'urgence. 3 heures, parce que si on avait fait... Ça aurait été trop tard. Si 6 heures, on l'avait 6 heures après, c'est trop tard. transféré et démarré le traitement à Bichat, c'était trop tard. Là, elle a guéri. Elle a récupéré, totalement guérie 3 mois plus tard et elle prend des anticoagulants à vie, mais elle est Oui, sauvée. elle prend des anticoagulants à vie parce qu'elle avait une arythmie cardiaque par fibrillation atriale. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est cette fameuse arythmie qui donne des embolies cérébrales. Eh bien, elle est protégée puisque ça diminue de 90% le risque de récidive. Et on va passer à la chronique et on continue la discussion avec la chronique du docteur Vladimir Mitz. On reste dans le thème. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio Bonjour Vladimir. Bonjour chers amis et chers collègues. On parlait un petit peu en dehors du studio de l'athérosclérose chez les Ashkénazes tout à l'heure. On disait qu'on avait... les Ashkénazes quand même, c'est une population, pas les séfarades, mais les Ashkénazes, qui présentent 2 caractéristiques, c'est qu'elle vit très longtemps, mais qu'elle peut faire de l'athérosclérose, peut-être à cause de la nutrition de nos ancêtres. Les cornichons, les harengs, c'était peut-être un peu salé, donc ça expliquerait ceci, voilà. Riche en oméga 3 quand même. Et riche en oméga 3 également. L'artériosclérose, c'est un blocage des vaisseaux sanguins, parce que notre cerveau, c'est avant tout un organe numérique, si j'ose dire, un ordinateur, mais qui doit être alimenté. Et son énergie, elle vient des vaisseaux sanguins qui transportent les globules et l'oxygène. Et lorsqu'il existe une artériosclérose, eh bien, le trajet des vaisseaux qui nourrissent le cerveau pose un problème, parce que ça passe par les carotides, et puis après, les carotides traversent un massif osseux, mais extrêmement vallonné, extrêmement aigu, et donc il y a des angles. Et dans ces angles, il peut y avoir, s'il y a un tout petit peu de calcaire qui se dépose sur les vaisseaux, un ralentissement sanguin, voire un blocage, et c'est ça qui va exposer en quelque sorte à faire un infarctus massif au niveau du cerveau. Et je me souviens, dans les années 70, je voulais faire de la neurochirurgie parce que tout le monde était passionné par le cerveau, l'anatomie et la chirurgie du cerveau. Et voilà qu'on entend parler pour le cœur des pontages à orthocoronaires, c'est-à-dire que pour diminuer l'effet des blocages vasculaires au niveau du cœur, il fallait brancher une artère que l'on prenait au niveau du thorax, à l'intérieur, derrière le sternum, la dérouter pour renourrir le cœur qui était en souffrance d'oxygène. Et je me souviens, une nuit, je me suis réveillé en pleine nuit, parce que j'étais en neurochirurgie à ce moment-là. J'ai téléphoné à mon chef de clinique, il pensait qu'il y avait une urgence. Je lui ai dit non, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dérouter une artère qui s'appelle l'artère temporale, qui est au-dessus de l'oreille, lui faire franchir l'os et directement rebrancher au niveau du cerveau. Il m'a dit, mais c'est très astucieux ton truc, mais ça vient d'être inventé par un chirurgien américain qui s'appelle Yazar Gill, qui l'a publié. Et puis maintenant, on s'est aperçu que malheureusement, au niveau du cerveau, la revascularisation était totalement aléatoire. Ça n'est pas du tout comme sur le cœur et que c'était pas du tout comme ça qu'on pouvait espérer sauver. Et ce qui sauve, c'est ce que fait le professeur Amarenko. C'est-à-dire qu'il faut commencer avant à dépister qu'il y a un blocage vasculaire ou un risque d'embolie et donc traiter bien avant que l'accident se soit produit. L'intérêt donc de faire ce pontage au niveau du cerveau, pontage cérébral, il a été beaucoup pratiqué mais il est moins dizaine aujourd'hui. d'années et maintenant c'est terminé. On sait que c'est terminé, que ce n'est pas la peine de le faire pour une raison très particulière. C'est comme le blocage est lent au niveau des vaisseaux du cerveau à cause de l'artériosclérose, ça sert à rien de déverser un fleuve à un endroit où il y avait un ruisseau. On va au contraire créer une inondation.
Et donc, c'est contre-productif. Ce n'est pas du tout une bonne opération. Vous insistez, professeur Amarenko, sur l'intérêt de l'échographie carotidienne. Oui, absolument. Dès lors qu'on a des facteurs de risque qui sont l'hypertension, le cholestérol, le diabète ou bien si on fume, faire une échographie de la carotide de dépistage de l'athérosclérose, c'est une très bonne idée. Parce que ça permet de voir si vous avez une plaque d'athérosclérose. Si vous avez une plaque d'athérosclérose, eh bien, on peut la surveiller au fil du temps. Une plaque, c'est pas grave. On vit avec l'athérosclérose. On vit avec l'athérosclérose et on meurt de thrombose. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est la thrombose. Après se pose le problème de l'indication chirurgicale. J'ai cru comprendre dans votre livre, parce que... Oui. Alors, si la plaque d'athérosclérose est trop importante, c'est-à-dire si ça réduit la lumière de l'artère de plus de 50%, alors là, on peut se poser la question de l'enlever chirurgicalement. Mais avant ça, on a plein de moyens d'éviter qu'elle ne progresse, et notamment avec les traitements anti-cholestérol qui permettent de stabiliser les plaques d'athérosclérose, de les rendre plus froides, c'est-à-dire de diminuer l'inflammation à l'intérieur des plaques d'athérosclérose. Mais si je peux me permettre, moi, je voudrais rappeler un de mes amis que j'ai considéré comme génial, qui s'appelle Jean-Jacques Merlan, avec qui nous arpentions les couloirs de la faculté de médecine en étudiant la vascularisation du cerveau et la vascularisation du visage pour ma part. Et Jean-Jacques Merlan est celui qui, en France, a mis au point ce qu'on appelle l'endoscopie vasculaire et le traitement par l'intérieur des vaisseaux sanguins, essayer d'enlever les petits caillots ou essayer au contraire d'envoyer des petites éponges pour bloquer un vaisseau qui saigne. En effet, une des causes principales de la pathologie que décrit le professeur Amarenko est liée à ce qu'on appelle des anévrismes. Les anévrismes, ce sont des petits vaisseaux sanguins qui sont sur le cortex cérébral et qui peuvent exploser en quelque sorte. Et quand ils explosent, c'est terrible parce que les opérer, c'est très compliqué. C'est vraiment un acte chirurgical blanc ou noir, et plutôt souvent noir que blanc. À l'époque, quand on les opérait, le pronostic était vraiment très très mauvais. Et grâce à ces travaux de Jean-Jacques Merlan, qui a commencé à pousser des sondes à l'intérieur par l'artère fémorale ou l'artère radiale, il poussait cette petite sonde pour aller visualiser les vaisseaux. Et en visualisant les vaisseaux, il a eu l'idée qu'on pouvait peut-être envoyer des petits bouchons pour bloquer le saignement. Et c'était ça. Ça a été le début de toute cette immense aventure, puisque maintenant, beaucoup de ces traitements sont faits par des radiologues spécialisés dans cette manipulation de sondes que l'on met par l'intermédiaire des artères. La radiologie interventionnelle, c'est ça? C'est la radiologie interventionnelle. Vous n'avez pas détaillé tout à l'heure la thrombectomie, c'est exactement ce que dit Vladimir, c'est un geste simple. Oui, il y a deux choses dans la radiologie interventionnelle. Il y a le traitement des anévrismes et des malformations artério-veineuses, et là, oui, on dépose des spires métalliques à l'intérieur des petits anévrismes qui sont des sortes de hernies sur la paroi d'une artère. Voilà. On continue à faire. Voilà, qu'on continue à faire, bien entendu. Et puis, il y a la thrombectomie qui est plus récente, qui permet de capturer. Oui, avant c'était au lasso, maintenant c'est avec une sorte de grillage, enfin une sorte de stent qu'on rétracte. En anglais c'est stent retriever. Et puis on peut même aspirer le caillot aussi en même temps. Et donc lorsque un patient a une embolie cérébrale, qu'il arrive dans les temps, on fait un traitement par thrombolyse intraveineuse, et dans le même temps, si l'artère est bouchée, on peut monter un cathéter pour aller capturer le caillot qui reste, s'il reste un caillot, parce que la thrombolyse peut également faire disparaître le caillot avant, mais s'il reste un caillot, on peut le retirer au moyen de ce cathéter. Et ça permet désormais de guérir environ 50% des gens. On utilise beaucoup les stents en cardiologie dans votre spécialité. C'est utile ou pas? Alors, les stents qu'on utilise en cardiologie, c'est pour traiter de façon chronique l'AVC, l'infarctus du myocarde, ou la coronaropathie. En neurologie, les stents intracrâniens ont été montrés inefficaces jusque-là. La seule chose qui a été montrée efficace, c'est la capture du caillot grâce au stent retriever, c'est-à-dire le stent qu'on rétracte. Il y a une prévention possible pour l'anévrisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites que c'est pas nécessaire, s'il n'y a pas d'antécédent familial, aller dépister, bon, c'est pas... Pour les anévrismes concernent environ 2 à 3% des AVC.
Les anévrismes peuvent être en effet familiaux, c'est-à-dire il y a des familles où il y a des ruptures d'anévrisme. Qu'est-ce qui doit alerter le symptôme? C'est ça, c'est l'antécédent familial. L'antécédent familial, la multiplicité des anévrismes aussi, lorsqu'il y en a plusieurs chez une personne. Il faut envisager que ça puisse être familial, et donc c'est pas mal de dépister l'entourage. Mais sinon, un dépistage général n'a pas d'intérêt parce que c'est pas suffisamment fréquent. C'est pas suffisamment fréquent, oui. Et le facteur de risque de rupture de l'anévrisme majeur, encore une fois, c'est le tabac. Il touche 60 femmes pour 40 hommes. 2 millions de personnes sont porteuses en France sans le savoir. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Est-ce qu'on peut prendre l'avion après avoir fait un AVC? Oui, bien sûr. Les avions pressurisés, hein. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il pressurisés à 2000 mètres d'altitude, quand même. Oui. Donc, aucun risque. Non, aucun risque. Vous parliez tout à l'heure alors des 3 chiffres à connaître par cœur. il faut les connaître par cœur tout au long de sa vie, on l'a compris, mais il faut retourner faire des examens, des prises de sang. Vous conseillez quoi tous les combien? Une fois tous les 5 ans. Tous les 5 ans? Comme on fait en médecine du travail. Même pour la glycémie? De tous les 5 ans? Bien sûr, oui, surtout si on est en surpoids pour la glycémie. Oui, parce que vous parliez dans la première partie de l'incidence de l'obésité, du surpoids avec le risque d'AVC. Il est important, vous le confirmez. Voilà, et l'hyperglycémie est vraiment très étroitement liée à ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme, le syndrome métabolique, et la graisse qu'on peut avoir, hein, puisque l'insuline est très affine pour la graisse. Ce foie gras au niveau hépatique est donc pas si anodin qu'on l'imagine, alors qu'il est très très fréquent sur les échographies. Absolument. Au bout d'un moment, quand le pancréas ne peut plus sécréter autant d'insuline que nécessaire, eh bien, ça devient le diabète. Donc c'est pourquoi il est important d'éviter le surpoids et quand on a du surpoids, de surveiller sa glycémie. Le site, je crois. Alors, chose promise, chose due, on va parler de ce site. C'est une façon grâce à laquelle et par laquelle vous rendez hommage à votre épouse. Voilà, cofondatrice de ce site vaincrelavc.org. Eh bien, vous allez sur ce questionnaire, vous allez nous raconter ce qu'on peut y trouver. Il y a 11 questions simples sur le fait de fumer ou pas, le fait de bien manger ou pas, le fait de bien dormir ou pas. Et à l'issue de ces 11 questions, eh bien, on appartient à une... Vous avez répondu non à toutes les questions, Nicolas? Non, il fallait répondre oui pour de temps à autre, ce qui m'arrangeait, ce qui était bien. Et je le concède, je le confesse, une petite cigarette occasionnelle de temps en temps. Il n'a pas aimé le test. Apparemment, il n'a pas aimé. Non, oui. Il m'a dit d'aller m'entretenir à un médecin. Il y en a 3 dans le studio aujourd'hui. Bon, voilà, donc les gens se rendent sur ce site. Racontez-nous, ça fait combien de temps qu'il existe? Ça fait maintenant 4 ans. Et l'an dernier, par exemple, en 2023, on a eu 125 000 tests qui ont été faits. C'est bien, mais pas suffisant. Pourquoi c'est bien? Parce que lorsque on sait si on est à risque ou non, on peut diminuer son risque de 80%. Donc faites le test, parce que vous verrez au terme du test si vous êtes à risque ou non, et vous recevrez sur votre email un compte-rendu détaillé, personnalisé en fonction des réponses aux questions. Et en conclusion, on vous dira quoi faire pour diminuer votre risque de 80%. Et ces questions sont très simples. C'est des questions sur la pression artérielle, sur le cholestérol, sur la glycémie, sur le tabac, sur l'arythmie cardiaque, sur le surpoids, l'alimentation, l'activité physique, le stress, le sommeil, et puis les antécédents familiaux lorsqu'il y a eu des AVC ou des infarctus du myocarde chez des gens de moins de 50 ans dans la famille. Et pour le reste, eh bien, on se reportera à votre ouvrage fort passionnant, l'AVC, une histoire de femme, paru chez Kero. Tout ce que vous devez savoir pour l'éviter, vous nous rappelez juste avant de se quitter le numéro vert, peut-être important. Pour les médecins généralistes, 0800 888 248. Et pour le test, c'est vaincrelavc.org. Et ensuite, on clique sur « Je me dépiste ». Très bien, merci professeur Pierre Amarenko qui était avec nous
pour ce numéro nouvellement nommé de C'est bon pour la santé, le MAG. Merci Dr Serge Rafal, Vladimir. À la semaine prochaine. Serge Surpin était à la réalisation avec nous. Et puis on retrouve cet entretien sur les réseaux et en podcast. À très bientôt. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal.